Sur la péninsule ibérique exista jadis un puissant royaume, héritier de l'Empire romain. Les magnifiques cités qui avaient autrefois parlé le latin et les langues germaniques entendaient désormais une nouvelle langue venue d'outre-mer. En l'an 711, le royaume wisigoth d'Hispania, affaibli par des guerres civiles et des luttes de pouvoir, vit ses défenses s'effondrer. Une force musulmane composée d'Arabes et de Berbères franchit le détroit de Gibraltar et, lors d'une campagne éclair, balaya la péninsule ibérique. Tolède, la grande capitale, tomba. Séville, Cordoue, Saragosse, une à une, les perles de la couronne wisigothe furent capturées. Pour beaucoup, il semblait que l'histoire de la chrétienté sur la péninsule touchait à sa fin. Mais tout au nord de la péninsule, coincée entre la mer houleuse et les murailles infranchissables des montagnes, une étincelle de résistance continuait de briller. Une étincelle qui allait donner naissance à un royaume forgé dans l'adversité, bastion de pierre et de ténacité refusant de s'éteindre. Voici l'histoire du royaume des Asturies, la saga de quelques réfugiés cachés qui non seulement survécurent, mais entamèrent un périple séculaire qui allait changer à jamais le destin de l'Espagne, du Portugal et du monde. Voici l'histoire du berceau de la Reconquista. Le royaume des Asturides s'établit dans la cordillère cantabrique, des pics acérés qui déchirent les nuages, des vallées profondes et isolées, des forêts denses et un climat rude. Ce n'était pas un endroit pour de grandes armées en ordre de marche, c'était un labyrinthe naturel, une forteresse bâtie par la terre elle-même. C'est ici que se réfugièrent des nobles, des clercs et des soldats wisigoths refusant de se soumettre au nouveau maître. Et parmi eux, émergea Pélage. Les chroniques postérieures le présentent comme un noble wisigoth de sang royal, gardien de l'ancien ordre. Les historiens modernes débattent pour savoir s'il n'était pas en réalité un chef local, un chef asturien qui connaissait ces montagnes comme sa poche. La vérité se situe probablement entre les deux. Mais ce qui compte n'est pas tant son lignage que ses actes. Il unit les guerriers locaux et les réfugiés wisigoths sous une seule bannière, celle de la résistance. L'émirat de Cordoue ne pouvait ignorer cette petite poche de défiance. Il envoya une force pour écraser la rébellion. Et en l'an 722, dans une vallée étroite et sinueuse appelée Covadonga, le destin de l'Espagne tel que nous la connaissons fut scellé. Les chroniques chrétiennes parlent d'une victoire miraculeuse où une petite troupe de guerriers asturiens, utilisant le terrain à leur avantage, tendit une embuscade et anéantit une armée bien plus nombreuse. Les chroniques musulmanes, en revanche, minimisent l'événement, le décrivant comme une simple escarmouche. Mais l'ampleur de la bataille importe peu. Ce qui compte, c'est son issue symbolique. À Covadonga, pour la première fois, la marée de la conquête fut stoppée. La victoire, si modeste fût-elle, envoya un message puissant. La résistance était possible. L'émirat, ayant de plus gros problèmes ailleurs dans son vaste domaine, décida que pacifier ces montagnes inhospitalières ne valait pas l'effort. Et dans cet intervalle, dans cette hésitation, naquit le royaume des Asturies. Pélage fut acclamé roi ou prince et établit sa modeste cour à Cangas de Onís. Ce n'était pas un royaume de palais et de luxe, but à royaume de survie. À sa mort, et après le bref et tragique règne de son fils Favila, qui selon la légende fut tué par un ours, le pouvoir passa à un homme qui allait transformer la survie en expansion, Alphonse Ier, le catholique. Alphonse Ier, gendre de Pélage, comprit que pour que le royaume grandisse, il devait être en sécurité. Il lança donc une série de campagnes audacieuses, non pour s'emparer et conserver de grandes villes, mais pour créer une zone inhabitée. Il frappa les garnisons musulmanes de la vallée du Douro, conduisit vers le nord les chrétiens qui y vivaient et dévasta la région. Cette tactique brutale créa ce que l'on appela le désert du Douro, vaste frontière dépeuplée servant de bouclier protecteur au cœur asturien. C'était une stratégie de terre brûlée qui assura la consolidation du royaume. Le premier siècle du royaume des Asturies fut une lutte constante, marquée par des batailles contre des ennemis extérieurs et par de violents conflits internes. Des rois furent assassinés, des nobles se rebellèrent.
Pourtant, de ce tumulte émergea la figure qui donnerait au royaume son identité définitive, Alphonse II, le Chaste. Alphonse II, qui régna pendant l'impressionnante durée de 51 ans, de 791 à 842, fut le grand architecte de l'État asturien. Il transféra la capitale de Cangas de Onís à Oviedo, site plus central et stratégique. Mais il ne fit pas que changer d'adresse. Il transforma Oviedo en capitale royale, y bâtissant palais, églises et murailles. Il voulait qu'Oviedo soit un nouveau Tolède, héritière de la gloire wisigothe perdue. Et nous atteignons ici l'une des idées les plus puissantes de tout le Moyen-Âge ibérique, l'idéologie néo-gothique. Alphonse II et son clergé promurent activement l'idée que le royaume des Asturies n'était pas un nouveau royaume, mais la continuation légitime du royaume wisigothe. Ils se voyaient comme les héritiers d'un trône usurpé, et leur lutte n'était pas seulement pour des terres, mais pour la restauration d'un ordre chrétien juste. Cette idéologie donna à la Reconquista sa justification légale, morale et surtout divine. Ils n'étaient pas des rebelles, ils étaient des restaurateurs. Et comme si le ciel voulait confirmer cette mission divine, quelque chose d'extraordinaire se produisit sous le règne d'Alphonse II. En l'an 813, un ermite nommé Pélage affirma avoir été guidé par une étoile vers un ancien tombeau en Galice occidentale. La nouvelle parvint au roi, qui se rendit sur place. Après enquête, l'évêque local déclara qu'il s'agissait sans aucun doute du tombeau de Saint Jacques le Majeur, apôtre de Jésus. La découverte du tombeau de Saint Jacques de Compostelle fut un tournant. Soudain, le petit royaume isolé des Asturies possédait l'une des plus importantes reliques de la chrétienté. Saint Jacques devint le saint patron de la lutte contre les musulmans. Le cri de guerre « Santiago Hiciera España » résonnerait sur les champs de bataille pendant des siècles. Le chemin de Saint-Jacques naquit, attirant pèlerins, chevaliers, marchands et l'attention de toute l'Europe sur ce coin oublié de la péninsule. Le royaume gagnait une arme spirituelle et une ligne de communication directe avec le reste du monde chrétien. C'est à cette époque qu'un style artistique unique s'épanouit, le pré-roman asturien. Des monuments tels que l'église San Julián de Los Prados à Oviedo, et plus tard, sous Ramire Ier, les joyaux de Santa Maria del Naranco et San Miguel de Lilo en témoignent. Avec leurs lignes élégantes, leurs arcs en plein cintre parfait et leur impression de force et de permanence, ils proclamaient au monde « Nous sommes là. Nous bâtissons des œuvres belles et durables. Nous sommes une civilisation, avec des fondations idéologiques, religieuses et culturelles solidement en place. Le royaume des Asturies était prêt pour son grand acte final d'expansion. Cette phase fut dirigée par son dernier grand monarque, Alphonse III, le Grand. Alphonse III, qui régna de l'an 866 à 910, profita de la faiblesse et des conflits internes de l'émirat de Cordoue pour porter la guerre vers le sud. Il mena ses armées au-delà de la barrière du désert du Douro. Des villes clés comme Porto, Coimbra, Zamora et Simancas furent alors capturées et, point crucial, repeuplées. Le repeuplement était la clé. Il ne s'agissait plus de frapper et se retirer, mais d'occuper, de bâtir des châteaux, de fonder des communautés et de pousser la frontière de façon permanente vers le sud. Sous Alphonse III, le royaume des Asturies atteignit sa plus grande extension territoriale. Il fut un roi guerrier, mais aussi un mécène de la culture et de l'histoire. Sous son commandement furent rédigées les grandes chroniques qui consolidèrent l'idéologie néo-gothique, racontant l'histoire du royaume depuis Pélage et le reliant directement au roi wisigothe. Il façonnait consciemment le récit qui légitimerait son royaume et inspirerait les générations futures. Mais le succès même d'Alphonse III créa un nouveau défi. La capitale, Oviedo, nichée dans les montagnes, se trouvait désormais loin de la frontière active, loin du centre de gravité en expansion du royaume. La frontière du Douro était le lieu de l'action, là où se trouvaient les plus grandes opportunités et les plus grands dangers. L'ancienne capitale de la Résistance ne servait plus un royaume de conquête. Ainsi, après la mort d'Alphonse III et une brève crise de succession entre ses fils,
son héritier Garcia Ier prit en l'an 910 une décision lourde de conséquences. Il transféra la cour d'Oviedo à la ville de Léon. Léon, située sur une plaine stratégique, était le tremplin parfait pour les prochaines phases de la Reconquista vers le sud. Ce déplacement ne mit pas fin à l'esprit asturien, il le fit évoluer. Le royaume des Asturies ne fut pas détruit, il se transforma. Il laissa place au puissant royaume de Léon. La graine plantée à Covadonga était devenue un arbre robuste, dont les branches étaient prêtes à s'étendre encore davantage. Le royaume de Léon, successeur direct des Asturies, poursuivit l'expansion. De Léon allait émerger un comté frontalier rebelle et ambitieux, appelé Castille, qui deviendrait finalement le royaume dominant de la péninsule. Et du sein de Léon naîtrait également un autre comté, le comté de Portugal, qui lutterait pour son indépendance et deviendrait le royaume de Portugal. L'idéologie de la Restauration, la dévotion à Saint-Jacques et la notion même d'Espagne comme entité à reconquérir furent à toutes forgées dans les vallées et montagnes des Asturies. L'identité espagnole moderne et l'identité portugaise sont indissociablement liées à ce premier acte de résistance. L'histoire du royaume des Asturies est une leçon puissante sur la façon dont la géographie peut façonner le destin, dont l'idéologie peut être une arme aussi puissante qu'une épée, et dont la culture peut s'épanouir dans les lieux les plus improbables. Le royaume des Asturies dura environ 2 siècles. 2 siècles qui préparèrent les 700 années suivantes. Une petite étincelle qui, contre toute attente, alluma un brasier qui redessina la carte de l'Europe. Et tout commença là, dans ces montagnes vertes et humides où l'histoire de la chrétienté ibérique refusa de mourir. Sur le grand échiquier de l'histoire médiévale européenne, il est des royaumes dont tout le monde connaît le nom. L'Angleterre, la France, le Saint-Empire romain germanique. Pourtant, un puissant royaume ibérique finit par être éclipsé dans leur ombre, bien qu'il ait été un véritable pionnier qui façonna le destin de la péninsule ibérique et le concept même de gouvernement occidental. Aujourd'hui, nous allons exhumer l'histoire d'un géant, un royaume de rois guerriers et de reines puissantes. Un royaume qui fut le berceau du parlementarisme, des siècles avant que l'idée ne se répande en Europe. Un royaume dont le symbole, le lion pourpre, rugit encore fièrement sur les armoiries de l'Espagne. Voici l'histoire du royaume de Léon. Au Xe siècle, la péninsule ibérique était divisée. Au sud, le puissant émirat de Cordoue dominait. Au nord, de petits royaumes chrétiens résistaient et tentèrent de progresser vers le sud dans ce que nous appelons la Reconquista. Le plus vaste et le plus fort de ces royaumes était le royaume des Asturies. Son roi, Alphonse III, surnommé le Grand, était un chef redoutable, étendant ses frontières et consolidant son pouvoir. Mais, comme dans bien des récits épiques, le drame vint de l'intérieur. En l'an 910, sous la pression d'un complot mené par ses propres fils, Alphonse III fut contraint d'abdiquer. Le vaste royaume fut alors divisé. Fruela conserva les Asturies d'origine, Ordonio régna sur la Galice, et l'aîné, Garcia, reçut les terres méridionales les plus importantes et stratégiques, dont la ville principale était Léon. Garcia Ier transféra la capitale d'Oviedo à la ville de Léon, et à ce moment-là, en l'an 910, le royaume de Léon naquit officiellement. Ce ne fut pas un début facile. Le règne de Garcia fut bref et marqué par les luttes pour sécuriser la frontière sur le fleuve Douro. À sa mort sans héritier, le trône passa à son frère Ordonio II, qui unit la Galice à Léon. Ordonio fut un roi infatigable, un guerrier qui affronta les armées de Cordoue dans des affrontements sanglants, tels que la désastreuse bataille de Valdejunquera. Malgré les défaites, il ne cessa jamais de pousser le royaume vers le sud. À sa mort, le plus jeune frère, Fruela II, réunit toutes les terres d'origine de leur père, réunissant de nouveau les Asturies, Léon et la Galice. La couronne de Léon était désormais la plus importante de toute l'Hispanie chrétienne. Le XIe siècle marqua l'ascension de Léon à son apogée, et au centre de cette puissance se trouvait un homme d'une immense ambition, Alphonse VI. Il n'était pas seulement un roi,
Il se voyait comme l'héritier des anciens souverains wisigoths, le premier monarque à se proclamer Imperator Totius Hispaniae, empereur de toute l'Espagne. En l'an 1085, Alphonse VI s'empara du joyau de la couronne, l'ancienne capitale wisigothe de Tolède. Ce fut une victoire monumentale. Pour la première fois, l'une des grandes villes d'Al-Andalus tomba définitivement aux mains chrétiennes. La chute de Tolède modifia à jamais la carte des pouvoirs sur la péninsule. La cour d'Alphonse VI était un centre de pouvoir et d'intrigue. C'est à cette époque que vécut l'une des figures les plus légendaires d'Espagne, Rodrigo Díaz de Vivar, plus connu sous le nom d'El Cid Campeador. La relation entre Alphonse et El Cid était complexe, un mélange de service, de méfiance et d'exil qui nourrit des poèmes épiques. Mais la grandeur de Léon ne reposait pas seulement sur ses rois. À la mort d'Alphonse VI, le trône passa à sa fille, Urraque Ier. À une époque dominée par les hommes, Urraque devint la première reine régnante à part entière de toute l'Europe. Elle n'était pas une simple épouse ou régente, elle était souveraine de plein droit. Son règne fut tout sauf paisible. Son mariage arrangé avec Alphonse Ier d'Aragon, le batailleur, fut un désastre politique et personnel menant à des années de guerre civile. Urraque se battit contre son mari, contre des nobles rebelles et même contre son propre fils pour conserver sa couronne. C'était une politicienne avisée et une dirigeante résiliente qui sut naviguer dans un monde peu préparé à voir une femme exercer un tel pouvoir. L'héritage de Léon, toutefois, dépasse largement les batailles et les conquêtes. Sous le règne d'un des petits-fils d'Urraque, Alphonse IX, le royaume offrit au monde l'une de ses contributions les plus durables. En l'an 1188, dans la ville de Léon, le jeune roi Alphonse IX avait besoin d'argent et de soutien pour gouverner. Au lieu d'imposer simplement sa volonté, il fit quelque chose de révolutionnaire. Il convoqua les cohortes, et pas seulement les nobles et le clergé, comme c'était l'usage. Pour la première fois dans l'histoire européenne, il appela aussi les cives electi, citoyens élus représentant les principales villes du royaume. Lors de ces cohortes de Léon furent promulgués les décrétats. Ces décrets n'étaient pas des ordres unilatéraux, c'était un ensemble de lois garantissant des droits fondamentaux. Ils protégèrent les citoyens et leurs biens contre la violence et les abus de pouvoir, déclaraient le droit à un procès équitable et l'inviolabilité du domicile. Et surtout, ils établissaient que le roi ne pouvait déclarer la guerre ou la paix, ni lever de nouveaux impôts, sans le consentement des cohortes. Léon mettait en place un système dans lequel le pouvoir du monarque était limité et où les citoyens ordinaires avaient voix au chapitre. C'est pourquoi, en l'an 2013, l'UNESCO reconnut les décrétats des cohortes de Léon comme mémoire du monde, le plus ancien exemple documenté d'un système parlementaire européen. La graine de la démocratie européenne moderne, qui fleurirait des siècles plus tard, fut plantée là, dans la capitale du royaume de Léon. Et comme si cela ne suffisait pas, Alphonse IX fut aussi à l'origine d'un autre pilier de la civilisation occidentale, l'université de Salamanque, l'une des plus anciennes et prestigieuses universités du monde. Mais tandis que Léon innovait et prospérait, une rivalité façonnait son destin, une rivalité avec son voisin oriental, un comté né sous la protection de Léon mais devenu farouche et indépendant, la Castille. L'histoire de Léon et de la Castille est une longue saga entremêlée d'union et de séparation. Ils étaient comme des frères rivaux, luttant sans cesse pour le leadership de la Reconquista. La première union eut lieu sous Ferdinand Ier au XIe siècle, qui devint roi de Léon par droit de son épouse, Sancha, et roi de Castille par héritage. Mais, suivant la coutume, il partagea ses royaumes entre ses fils à sa mort, et les royaumes furent de nouveau séparés. Ils s'unirent de nouveau sous le grand Alphonse VI et se séparèrent encore après la mort d'Alphonse VII. Cette danse des couronnes, guidée par mariage, décès et testament, se poursuivit pendant des générations. Léon, avec son histoire, ses lois et sa capitale impériale, se considérait comme le royaume aîné. La Castille, plus jeune, plus agressive et en première ligne de la guerre, se voyait comme l'avenir. L'acte final de cette longue saga survint en l'an 1230,
Alphonse IX de Léon mourut, laissant son royaume à ses filles, Sancha et Dulce. Mais la mère du roi de Castille agit rapidement. Par la négociation et la renonciation des princesses, elle fit en sorte que son fils, Ferdinand III, hérite aussi du trône de Léon. Cette année-là, 1230, les couronnes de Léon et de la Castille furent unies à jamais. Ce ne fut pas une conquête militaire de Léon par la Castille, ce fut une union dynastique. Ensemble, ils formèrent de la couronne de Castille la force dominante qui mènerait finalement à l'unification de l'Espagne. Le royaume de Léon, en tant qu'entité politique distincte, disparut, mais son esprit était loin d'être mort. Pour comprendre le cœur de Léon, il faut arpenter sa terre, et la plus grande artère qui la traversait était le chemin de Saint-Jacques. La route de pèlerinage vers la tombe de l'apôtre Jacques à Saint-Jacques de Compostelle passait par le cœur de Léon. Ce chemin était une super autoroute médiévale de culture, de foi et de commerce. Des pèlerins venus de toute l'Europe apportaient de nouvelles idées, des techniques et des formes d'art. Des villes comme Burgos, Sahagún, Léon et Astorga prospérèrent tout le long de la route. Des monastères et des églises furent aussi bâtis dans un nouveau style architectural que les pèlerins contribuèrent à diffuser. Le roman. La basilique San Isidoro de Léon est un trésor de cette époque. Surnommée la chapelle Sixtine du roman, son panthéon royal abrite les tombes de plus de 20 rois et reines léonais. Et ses fresques témoignent avec éclat de la foi et de l'art de cette époque. À la différence de nombreux blasons, celui de Léon ne découle pas d'un événement ou d'une légende. C'est l'une des armoiries dites parlantes, un jeu visuel. Léon, du latin legio, la 7e légion romaine qui fonda la ville, devint Léon, le lion. Ce symbole de royauté et de puissance fut le premier à représenter un royaume en Europe et occupe aujourd'hui une place d'honneur sur le blason de l'Espagne. Un royaume avec une histoire aussi riche ne disparaît pas, il se transforme. Son héritage fut absorbé, devenant la base sur laquelle l'Espagne moderne fut construite. Sa couronne rejoignit celle de la Castille. Son innovation juridique pionnière lors des Cortes de 1188 résonne dans les parlements du monde entier. Son art roman suscite encore l'admiration. Son emblème orne toujours le drapeau du pays. Le royaume de Léon n'existe peut-être plus sur les cartes en tant que nation indépendante, mais son rugissement se fait encore entendre aujourd'hui. À l'ombre des imposants Pyrénées, coincés entre les géants de l'histoire, se dressa jadis un royaume. Un royaume qui refusa d'être une simple note de bas de page dans les livres d'histoire et qui, pendant 7 siècles, combattit, négocia et survécut contre toute attente. Voici l'histoire du royaume de Navarre. Au 8e siècle, le monde était en plein tumulte. Au sud, les armées islamiques avaient balayé la péninsule ibérique, atteignant les vallées de Navarre. Au nord, le puissant empire carolingien de Charlemagne jetait un regard vers le sud, avide d'étendre ses frontières. Et pris au milieu, entre le marteau et l'enclume, vivait un peuple ancien et farouchement indépendant, les Vascons. Pendant des décennies, cette terre fut un champ de bataille. Les chefs vascons n'étaient pas des pions dans un jeu impérial, ils étaient des maîtres dans l'art de survivre. Ils s'allièrent avec les Francs pour repousser les musulmans, puis avec les musulmans pour chasser les Francs. La loyauté était fluide, mais l'objectif clair, l'autonomie. Vers l'an 824, un chef local nommé Inigo Arista accomplit l'impossible. Il unit les clans vascons et fonda ce qui devint le royaume de Pampelune, précurseur de la Navarre. Pourtant, son ascension ne fut pas le simple récit d'un héros chrétien luttant contre des envahisseurs. La vérité est encore plus fascinante. Le plus solide allié d'Inigo Arista, le pilier de son pouvoir, était une puissante famille musulmane, les Banu Qassi. En réalité, le chef des Banu Qassi, Moussa ibn Moussa, était le demi-frère d'Inigo. Leur alliance reposait non sur la religion, mais sur le sang et des intérêts non communs. Ensemble, ils combattirent les armées de Charlemagne et résistèrent au contrôle total de l'émirat de Cordoue.
le royaume de Navarre ne naquit pas d'une croisade, mais du pragmatisme politique, un double refus de l'impérialisme du Nord et de la soumission au Sud. Pendant près de 2 siècles, ce petit royaume montagnard survécut, combattant sur 2 fronts, payant tribut quand il le fallait et défendant farouchement son indépendance. Mais au début du XIe siècle, un roi monta sur le trône dont l'ambition allait transformer la Navarre de simple état tampon en puissance dominante de l'Hispanie chrétienne. Il se nommait Sanche Garcès, IIIe, mais l'histoire le retiendrait sous le nom de Sanche le Grand. Le règne de Sanche IIIe fut l'apogée incontesté de la Navarre. Au sud, le califat de Cordoue, jadis puissant, s'était effondré, laissant un vide de pouvoir. Sanche, par un mélange brillant de guerre, de diplomatie et de mariage stratégique, remplit ce vide. Il devint seigneur d'Aragon, de Sobrarbe, de Ribagorce et surtout du vaste et puissant comté de Castille. Son influence s'étendait de Barcelone jusqu'aux confins de la Galice. Les chroniques contemporaines le surnommèrent Rex Ibericus, le roi ibérique. D'un minuscule royaume pyrénéen, Sanche avait forgé un petit empire. Pourtant, sa vision allait au-delà des conquêtes. Sanche ouvrit la Navarre à l'Europe, déviant le chemin de Saint-Jacques et transformant son royaume en un corridor animé pour pèlerins, marchands et idées. Il introduisit de nouveaux courants religieux et de nouvelles formes d'art, comme l'architecture romane, qui parsème encore aujourd'hui le paysage navarrais. Il modernisa son royaume et le plaça sur la carte de l'Europe. Mais l'histoire de Sanche le Grand tient de la tragédie shakespearienne. Son plus grand triomphe portait les germes de la chute de la Navarre. Sur son lit de mort, en l'an 1035, il prit une décision fatale. Il divisa son empire entre ses 4 fils. À l'aîné, Garcia, il laissa le royaume ancestral de Navarre. À Ferdinand, la Castille, à Ramire, l'Aragon. Ce faisant, le plus grand roi de Navarre créa ses plus grands rivaux. La Castille et l'Aragon, nés du testament de Sanche, deviendraient dans les puissants royaumes qui, des siècles plus tard, dévoreraient leur patrie. L'apogée de la Navarre fut, ironiquement, le prélude à son long déclin. Comment, alors, un royaume désormais cerné par des voisins plus forts survécut-il encore 5 siècles ? La réponse résidait non dans ses armées, mais dans ses lois. La véritable force de la Navarre, son secret de survie, était son système juridique unique, les fueros. En Navarre, la devise était « les lois avant les rois ». Contrairement à d'autres monarchies glissant vers l'absolutisme, le pouvoir royal y était limité. Les fueros étaient un pacte, une sorte de constitution médiévale entre le souverain et le peuple. Un roi n'était couronné qu'après avoir solennellement juré de protéger ses lois et coutumes. S'il rompait ce serment, ses actes pouvaient être déclarés illégaux et tyranniques. Ce système, formalisé dans le fuero général de Navarra du XIIIe siècle, était remarquablement moderne pour son époque et favorisait une cohésion sociale qui permit au royaume de résister à d'immenses pressions. La société navarraise était une mosaïque, bergère-bascophone dans les montagnes, paysans romanophones dans les vallées, et, le long du chemin de Saint-Jacques, des bourgs entiers de marchands et artisans d'origine française, appelés francos. Il y avait aussi de prospères communautés juives, les aljamas, essentiels à l'économie. Tous ces groupes, avec leurs propres traditions et leurs tensions occasionnelles, étaient maintenus ensemble par la trame souple des fueros qui reconnaissaient et protégeaient les particularismes locaux. La politique étrangère de la Navarre allait prendre un tournant radical. En l'an 1234, le dernier roi autochtone mourut sans héritier. Pour éviter l'absorption par la Castille ou l'Aragon, les nobles navarrais se tournèrent vers le nord et offrirent pendant la couronne au neveu français du défunt roi, le comte de Champagne. Ce choix ouvrit près de 3 siècles de dynastie française. Cette connexion française fut une arme à double tranchant. Elle apporta culture, prestige et idées nouvelles, mais aussi des troubles. La tension culmine en 1276 lorsque la capitale, Pampelune, se déchira.
Les bourgs marchands des Franco, soutenus par la couronne de France, entrèrent en guerre contre le quartier natif de la Navarreria. Le résultat fut la destruction totale de la Navarreria par une armée française, un événement traumatisant qui laissa de profondes cicatrices. Plus tard, la Navarre et la France partagèrent le même roi. Pendant plus d'un demi-siècle, la Navarre fut gouvernée à distance depuis Paris comme une province secondaire. Mais en 1328, les Navarrais réaffirmèrent leur souveraineté, choisirent de leur propre reine et rompirent avec la couronne de France, inaugurant une nouvelle dynastie, la maison d'Évreux. Cette période connut une véritable renaissance. Sous le règne du roi Charles III, le noble, à la fin du XIVe siècle, la Navarre vécut un âge d'or de paix et de prospérité. Son plus grand legs est le somptueux palais royal d'Olite, un château de conte de fées incarnant la splendeur de la cour navarraise. Mais, comme Sanche le Grand avant lui, Charles le Noble prit une décision aux conséquences tragiques. Il maria sa fille et héritière, Blanche, à Jean, prince héritier d'Aragon. L'union, censée apporter la sécurité, plongea au contraire le royaume dans sa plus sombre ère. À la mort de la reine Blanche en 1441, son mari, Jean d'Aragon, refusa de transmettre la couronne à leur propre fils, l'héritier légitime, Charles, prince de Viane. Jean usurpa le trône et cette trahison divisa le royaume. La noblesse navarraise se fractura en deux factions ennemies, les Beaumontais, partisans du prince Charles, et les Agramontais, soutiens de l'usurpateur Jean. S'ensuivit plus d'un demi-siècle de guerre civile dévastatrice. Ce ne fut pas une guerre de grande bataille, mais une lutte lente et corrosive, faite de sièges, d'embuscades et de sabotages, qui ruina l'économie et empoisonna la société. La tragédie s'aggrava. Le prince Charles mourut en prison, possiblement empoisonné. Sa sœur et successeur, Blanche, périt elle aussi en captivité, probablement assassinée sur ordre de leur autre sœur, Éléonore, alliée de leur père. Ce fut une saga de trahison familiale qui laissa le royaume faible, divisé et vulnérable. Et les voisins observaient. Ferdinand le catholique, roi d'Aragon et de Castille, fils de l'usurpateur Jean, voyait la Navarre indépendante comme une épine dans son flanc, une porte d'entrée pour son grand rival, la France. En 1512, il trouva son prétexte. Les monarques navarrais désespérés avaient signé un pacte défensif avec la France. Ferdinand, maître de la manipulation politique, obtint une bulle papale déclarant les rois navarrais hérétiques et l'autorisant à envahir. En juillet 1512, une armée massive castillano-aragonaise envahit la Navarre. Sa tâche fut tragiquement facilitée par la faction beaumontaise qui, dans l'acte final de sa longue et amère rivalité, se joignit aux envahisseurs pour écraser ses ennemis agramontais. La conquête fut l'aboutissement sanglant de la guerre civile navarraise. Le royaume en guerre contre lui-même, toute résistance fut vaine. Pampelune tomba le 25 juillet. Des tentatives désespérées furent faites pour reprendre le royaume. En 1521, une force franco-navarraise libéra presque toute la Navarre, mais fut écrasée lors de la bataille décisive de Nohain. La résistance se poursuivit dans des places fortes isolées, comme le légendaire château d'Amayur, mais en 1524, les dernières braises furent éteintes. La Navarre était brisée. La vaste portion au sud des Pyrénées, la Haute-Navarre, fut incorporée à la couronne de Castille. Pourtant, elle ne fut pas simplement absorbée. Elle conserva le rang de royaume, et surtout, ses fueros, ses lois et institutions qui perdurèrent pendant des siècles. Au nord des Pyrénées, une petite bande, la Basse-Navarre, resta un royaume indépendant sous des monarques en exil jusqu'à son absorption finale par la France en 1620. L'histoire du royaume de Navarre est une épopée de résilience et de tragédie. Un peuple qui bâtit un royaume de montagne, atteignit une puissance impériale, créa un système juridique unique et fut défait non seulement par des ennemis extérieurs, mais par des divisions internes.
Son héritage subsiste dans les châteaux et églises qui parsèment son paysage, et dans l'idée durable que lois et pactes peuvent être plus puissants que couronnes et épées. Un royaume perdu, mais jamais oublié. Et si je vous disais que l'un des royaumes les plus distinctifs, influents et farouchement indépendants d'Europe était né au milieu de vallées rocheuses, avait forgé un empire maritime et fonctionnait sous un système juridique qui limitait le pouvoir absolu de ses propres rois, des siècles avant que de telles idées ne deviennent à la mode? Voici l'histoire d'un royaume oublié par beaucoup, mais dont l'héritage résonne encore dans l'identité, l'art et le droit de l'Espagne moderne. Voici l'histoire d'un empire bâti sur des pactes et non seulement sur des conquêtes. Voici l'histoire du royaume d'Aragon. Notre voyage commence dans la région montagneuse des Pyrénées, une frontière naturelle sauvage et imposante entre la France et la péninsule ibérique. À l'aube du XIe siècle, la péninsule était un chaudron en ébullition, royaume chrétien au nord, puissant Al-Andalus musulman au sud. C'était l'ère de la Reconquista, une période de plusieurs siècles faite de conflits, d'alliances et d'une coexistence culturelle complexe. Blotti dans ces vallées se trouvait un minuscule territoire, le comté d'Aragon. Il n'était ni vaste, ni riche, mais il était résilient. Ses seigneurs étaient vassaux des rois de Navarre, une pièce modeste sur le grand échiquier ibérique. Mais en l'an 1035, un testament changea tout. Sanche le Grand de Navarre, sur son lit de mort, divisa son vaste royaume entre ses fils. À son fils illégitime, Ramire, il laissa le petit comté d'Aragon. Ce n'était pas un don splendide. C'était un héritage modeste, cerné de voisins plus puissants et ambitieux, y compris les propres frères de Ramire. Pourtant, Ramire Ier n'avait pas l'âme d'un simple comte. Du sang royal coulait dans ses veines, et il aspirait à la majesté. En contemplant son petit domaine montagnard, il n'y voyait pas une fin en soi, mais le début de quelque chose de grand. Par la diplomatie, des mariages stratégiques et, bien sûr, l'épée, il commença à étendre son territoire. Il absorba les comtés voisins de Sobrarbe et de Ribagorce, unissant les trois anciens comtés pyrénéens en une seule entité. Ce fut Ramire qui éleva cet ensemble de terres au rang de royaume. Ainsi naquit officiellement le royaume d'Aragon, un royaume forgé dans le granit des montagnes et la volonté de fer de son premier monarque. Ramire Ier mourut au combat, luttant pour agrandir et consolider son rêve. Il ne créa pas un empire, mais il planta la graine. Il posa les fondations sur lesquelles serait bâtie une structure bien plus vaste et complexe. L'histoire de l'Aragon aurait pu s'arrêter là, comme tant d'autres petits royaumes médiévaux. Mais le destin et une crise de succession prépara le terrain pour l'un des arrangements politiques les plus fascinants d'Europe. Des décennies plus tard, le petit-fils de Ramire, Alphonse Ier le Batailleur, mourut sans héritier. Le royaume plongea dans le chaos. Pour éviter que l'Aragon ne soit avalé par la Castille voisine, les nobles aragonais firent un geste désespéré. Ils rappelèrent le frère d'Alphonse d'un monastère. Ramire II, surnommé le Moine, n'avait aucune envie de régner. C'était un homme de Dieu, non d'État. Pourtant, il accomplit son devoir. Il se maria, et de cette union naquit une héritière, une fille nommée Pétronille. À seulement 1 an, elle devint la pièce maîtresse d'une brillante manœuvre politique. Ramire le Moine savait qu'il lui fallait un allié puissant pour protéger sa fille et le royaume. Il se tourna vers l'est, vers le prospère comté de Barcelone, dirigé par Raymond Bérenger IV. Ce qui suivit fut un accord, un casamiento en casa, un contrat de mariage stipulant que Raymond Bérenger gouvernerait, mais non en tant que roi d'Aragon. Il serait prince d'Aragon et comte de Barcelone. Pétronille, la fille du moine, détenait le titre royal et le transmettrait à leur fils. Ce n'était plus seulement le royaume d'Aragon, ni seulement le comté de Barcelone. C'était la couronne d'Aragon, une fédération de territoires. Imaginez 2 entreprises décidant de partager le même directeur général, tout en conservant leur nom, leur conseil d'administration, leur culture et leurs règles internes. L'Aragon conserve ses lois, ses cortes et ses traditions. La Catalogne, cœur du comté de Barcelone, fit de même. Ils étaient unis dans la personne du monarque, mais distincts dans leur administration. Cette structure unique, union d'égaux, serait la clé de l'expansion et de l'identité complexe de la couronne d'Aragon. L'ordre intérieur assuré et l'union avec la Barcelone maritime garantie, la couronne d'Aragon tourna son regard vers la mer. La Méditerranée, Mare Nostrum pour les Romains, deviendrait son terrain de jeu, sa source de richesse, son destin. L'architecte de cette expansion fut l'un des plus grands rois d'Espagne, Jacques Ier le Conquérant,
qui régna 63 ans au XIIIe siècle. Jacques n'était pas un roi se contentant de régner depuis un trône élevé. C'était un guerrier menant ses troupes en personne, un stratège qui voyait dans la mer l'avenir de sa couronne. Sa première grande cible fut les îles Baléares. Majorque, en particulier, était un repère de pirates menaçant le commerce catalan et aragonais. En l'an 1229, Jacques rassembla une vaste flotte. La conquête fut brutale, reflet de l'époque, mais stratégique. Avec Majorque sous son contrôle, Jacques mit fin à la menace pirate et établit une base cruciale pour le commerce et les futures expansions. La couronne d'Aragon devenait une thalassocratie, un royaume bâti sur la mer. Mais la plus grande conquête de Jacques restait à venir. Le royaume de Valence, riche et fertile taïfa musulmane au sud. La campagne fut longue et éprouvante, des années de siège et de bataille. En l'an 1238, la ville de Valence tomba enfin, mais Jacques, avec une remarquable prévoyance, ne se contenta pas d'annexer la terre. Il en fit un nouveau royaume au sein de la couronne d'Aragon, doté de ses propres lois et institutions sous son autorité. La couronne comptait désormais un ensemble de 3 royaumes, l'Aragon, la Catalogne-Barcelone et le nouveau royaume de Valence. La soif d'expansion ne s'éteignit pas avec Jacques Ier. Ses successeurs gardèrent les yeux tournés vers la mer. La prochaine grande aventure les mena en Sicile. En l'an 1282, la population sicilienne se souleva contre la domination française lors de l'événement sanglant connu sous le nom de Vêpres siciliennes. Elle offrit la couronne à Pierre III d'Aragon, marié à une descendante des anciens rois de Sicile. Pierre accepta. La guerre contre la France et la papauté s'ensuivit, mais au final, le drapeau aragonais flotta sur la Sicile, un autre joyau dans sa couronne méditerranéenne. De là, l'Empire s'étendit. La Sardaigne fut conquise au XIVe siècle après une longue et coûteuse lutte contre Pise et Gênes. Et enfin, au XVe siècle, Alphonse V le Magnanime réalisa son rêve en conquérant le royaume de Naples, dans le sud de l'Italie. Il alla même jusqu'à transférer sa cour à Naples, gouvernant son vaste empire depuis l'Italie. À ce stade, la couronne d'Aragon était une puissance incontournable. D'humbles origines montagnardes, elle contrôlait désormais un arc de territoire à travers la Méditerranée occidentale et centrale. Ses flottes marchandes, protégées par ses galères de guerre, dominaient les routes commerciales. Marchands catalans, valenciens et majorquins se retrouvaient à Alexandrie, Tunis et Constantinople. L'or affluait à Barcelone, Valence et Palma. L'Aragon était devenu un empire d'îles et de cités côtières. Mais ce qui distinguait vraiment la couronne d'Aragon n'était pas seulement son empire, mais la manière dont elle était gouvernée. Alors qu'une grande partie de l'Europe glissait vers l'absolutisme, où la volonté du roi faisait loi, l'Aragon suivait une autre voie, celle des pactes et des lois. Cette philosophie politique portait un nom, le pactisme. L'idée était simple, le pouvoir royal n'était pas un droit divin absolu, mais un contrat, un pacte entre le souverain et ses sujets. Un roi était roi, parce que le peuple, plus précisément, les élites du royaume, l'acceptaient, et cette acceptation dépendait de son respect des lois et privilèges du pays. Cette idée n'était pas qu'une théorie, elle vivait à travers de puissantes institutions. En premier lieu, les cohortes. Chaque royaume de la couronne avait ses propres cohortes, une assemblée représentant les 3 ordres, noblesse, clergé et citoyens urbains. Le roi devait convoquer les cohortes pour obtenir de l'argent ou promulguer de nouvelles lois, et les cohortes pouvaient dire non. Elles négociaient durement avec le monarque. « Nous vous accorderons ce subside », pouvaient-elles dire. Mais en échange, vous devez réparer ces injustices et confirmer ces privilèges. C'était un système d'équilibre des pouvoirs au cœur du Moyen-Âge. Le socle juridique de tout cela était constitué par les fueros, compilation des lois, coutumes et privilèges de chaque royaume. Ils étaient sacrés. Lorsqu'un nouveau roi montait sur le trône, son premier devoir était de se rendre dans chacun de ces royaumes et de jurer solennellement de respecter leurs fueros. Il existe une formule de serment, peut-être apocryphe, qui résume l'esprit aragonais. « Nous, qui valons autant que vous, mais ensemble valons plus que vous, vous faisons notre roi et seigneur, à condition que vous gardiez nos fueros et libertés, sinon, non. » Si le roi rompait le serment, le peuple avait le droit de résister. Pour garantir que nul, pas même le roi, ne soit au-dessus de la loi, l'Aragon créa une institution presque unique, le justiciat d'Aragon. Le justiciat n'était pas un juge ordinaire. Noble, il servait d'arbitre suprême dans les conflits entre rois et noblesse ou entre nobles eux-mêmes. Il était l'interprète et le gardien des fueros d'Aragon.
Son autorité était immense, incarnant la suprématie de la loi sur la force brute. Un roi ne pouvait, par exemple, emprisonner ou exécuter un noble aragonais sans le consentement du justiciat, un prototype médiéval de cour suprême, rempart contre la tyrannie. Tout au long de son histoire, des rois marquants s'assirent sur le trône d'Aragon. Pierre IV, qui régna au XIVe siècle, fut surnommé le Cérémonieux. Le nom lui convenait, obsédé par la majesté, le rituel et l'histoire dynastique. Il réintégra de force le royaume de Majorque sous contrôle direct de la couronne, punissant la désobéissance de ses parents. C'était un administrateur méticuleux, un centralisateur dans les limites du pactisme, qui renforça la bureaucratie royale et laissa des chroniques détaillées de son règne. Il incarnait la conscience qu'avait l'Aragon d'être une grande et ancienne dynastie. Puis, au XVe siècle, nous atteignons l'une des figures titanesques de l'Espagne et de l'Europe, Ferdinand II d'Aragon. Surnommé le catholique, Ferdinand incarnait la finesse politique, brillant diplomate, stratège militaire et maître dans l'art du pouvoir. Aragonais jusqu'au bout, élevé dans la tradition pactiste, sa vision dépassait les frontières de sa couronne. Cette vision rencontra son égale en une femme tout aussi redoutable. Isabelle Ière de Castille, héritière du royaume le plus grand et le plus peuplé de la péninsule. Leur mariage, en l'an 1469, changea la carte du monde. L'union de Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques, marqua la naissance de l'Espagne telle que nous la connaissons. Ensemble, ils achevèrent la Reconquista avec la chute de Grenade en l'an 1492. La même année, ils soutinrent un navigateur génois nommé Christophe Colomb, ouvrant la porte vers un nouveau monde. Ils unifièrent la politique étrangère et forgèrent une identité commune. Mais il est crucial de comprendre ce que cette union signifiait pour l'Aragon. Ce n'était pas une fusion. La couronne d'Aragon ne disparut pas. Ce fut encore une fois une union dynastique. Ferdinand resta roi d'Aragon, régnant selon ses lois et institutions. Isabelle était reine de Castille. Ils étaient monarques de deux royaumes distincts. L'Aragon conserva ses cortes, son justiciat, sa monnaie, ses fueros. L'empire méditerranéen continua d'être géré depuis l'Aragon et la Catalogne. Le vaste nouvel empire américain, en revanche, relevait strictement de la Castille. L'Espagne était unie en pratique, mais demeurait plurielle dans sa constitution. Cet équilibre délicat dura encore 2 siècles sous les rois Habsbourg qui succédèrent à Ferdinand et Isabelle. Mais le monde changeait. L'État absolutiste et centralisé, incarné par le roi Soleil de France, devenait la norme. Et le système fédéral, médiéval, de la couronne d'Aragon semblait, pour certains, un vestige. Le royaume d'Aragon approchait de son crépuscule. En l'an 1700, le dernier roi Habsbourg d'Espagne, Charles II, mourut sans héritier. Son testament désignait comme successeur un prince français, Philippe d'Anjou, petit-fils du puissant Louis XIV. L'accession de Philippe V déclencha un conflit à l'échelle de l'Europe, la guerre de succession d'Espagne. D'un côté se tenaient Philippe V et la France, défendant une monarchie centralisée et absolutiste. De l'autre, une grande alliance menée par l'Autriche, l'Angleterre et les Pays-Bas soutenait l'archiduc Charles d'Autriche, craignant un excès de puissance française. L'Espagne se divisa. La couronne de Castille se rangea en grande partie du côté de Philippe V. Mais les territoires de la couronne d'Aragon voyaient dans le modèle français la mort de leur tradition. Ils craignaient, à juste titre, qu'un roi bourbon, élevé à Versailles, n'ait aucune patience pour leurs fueros, leurs cohortes et leur système pactiste. Ils misèrent tout sur l'archiduc Charles, qui promettait de préserver leurs anciennes lois. Ils choisirent le camp perdant. La bataille décisive en Espagne eut lieu à Almansa en l'an 1707. Les forces de Philippe V écrasèrent l'armée autrichienne. La victoire militaire acquise, Philippe ne montra aucune clémence. Entre l'an 1707 et l'an 1716, il promulgua les Decretos de Nueva Planta. Il constituait, en essence, l'acte de décès de la couronne d'Aragon en tant qu'entité politique. Les décrets abolirent les fueros et les institutions de l'Aragon, de Valence, de la Catalogne et de Majorque. Les cohortes furent dissoutes. Le justiciat d'Aragon fut supprimé. Le système juridique fut remplacé par le droit castillan. La couronne d'Aragon, fédération de royaumes qui avait duré près de 6 siècles, fut démantelée, ses territoires intégrés formellement dans un État centralisé et unifié, le royaume d'Espagne. Le royaume disparut. L'empire se désagrégea. Ses lois furent effacées des codes. L'histoire du royaume d'Aragon est une saga d'ambition, d'innovation et, en fin de compte, de tragédie, comment un petit comté montagnard devint un empire maritime. Aujourd'hui,
l'Aragon est une communauté autonome au sein de l'Espagne, arborant un drapeau aux barres rouges et or qui flottait jadis sur les galères conquérant la Sicile. Son histoire nous rappelle que l'Espagne moderne n'est pas un monolithe, mais une mosaïque d'anciens royaumes et d'identités. Les terres ibériques médiévales étaient parsemées d'innombrables forteresses et châteaux, inspirant le nom de l'un des royaumes les plus puissants du Moyen-Âge occidental. Le royaume de Castille, cœur battant qui donna naissance à l'Espagne que nous connaissons et à un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Préparez-vous à découvrir la saga épique d'un petit comté rebelle, devenu le célèbre royaume de Castille et qui changea à jamais la face du monde. Notre histoire commence au IXe siècle, dans un contexte de conflits constants. La majeure partie de la péninsule ibérique, que les musulmans appelaient Al-Andalus, était sous la domination de l'émirat de Cordoue, l'une des plus grandes puissances culturelles et militaires de l'époque. Au nord, de petits royaumes chrétiens comme les Asturies et Pampelune tenaient en bon, cramponnés aux montagnes comme à leur dernier refuge. Entre le puissant Al-Andalus au sud et le royaume de Léon au nord s'étendait une vaste bande de terre peu peuplée, dangereuse frontière, connue sous le nom de vallée du Douro. C'était un no man's land, un champ de bataille permanent où les armées passaient, où les villages étaient incendiés et où la vie humaine semblait ne guère valoir. Mais c'était aussi une terre d'opportunités pour les braves, les désespérés et les ambitieux. C'est dans ce creuset de dangers et de promesses que naquit la Castille. Son nom même signifie château, et pour de bonnes raisons. Pour survivre, ses habitants érigèrent une multitude de tours de guet, de forteresses et de châteaux. À l'origine, la Castille n'était qu'un comté lié au royaume de Léon et gouverné par des comtes nommés par le roi léonais. Sa mission était simple, être la première ligne de défense, le bouclier contre les incursions musulmanes constantes. Mais les Castillans, vivant sous la menace perpétuelle, forgèrent une société différente, plus militarisée, plus pragmatique et, paradoxalement, plus libre. Pour attirer des colons dans cette zone de guerre, les rois durent offrir des terres et des privilèges garantissant des libertés inconnues ailleurs dans l'Europe féodale. Un dicton de l'époque résumait l'état d'esprit castillan. Large est la Castille, terre de frontières ouvertes et de possibilités. Il ne fallut pas longtemps pour que ce peuple épris de liberté entre en conflit avec ses suzerains, les rois de Léon. Le tournant porte un nom, Fernán González. Au milieu du Xe siècle, ce comte légendaire, habile et charismatique, décida que la Castille ne serait plus un simple pion sur l'échiquier politique de Léon. Il unit les divers comtés castillans sous son commandement et, par un mélange de diplomatie audacieuse et de rébellion ouverte, fit du titre de comte de Castille un titre héréditaire. En pratique, il devint le premier souverain de fait de la Castille, le père fondateur d'un royaume. La légende raconte qu'il trompa le roi de Léon en lui achetant le comté au prix d'un cheval et d'un autour, oiseau très prisé des fauconniers. Bien qu'apocryphe, cette histoire capture parfaitement l'esprit rusé et défiant de la Castille. La Castille n'était plus seulement une frontière, c'était une puissance montante, prête à forger son propre destin et à diriger le mouvement qui allait définir le Moyen-Âge espagnol, la Reconquista. Si le Xe siècle vit la naissance de la Castille, les siècles suivants allaient de voir son essor fulgurant, porté par une mission unissant la foi et l'épée. La Reconquista fut une longue et complexe série de guerres, de trêves, d'alliances et de trahisons qui dura près de 800 ans, et la Castille se trouvait au centre de cette tempête. Après l'effondrement du puissant califat de Cordoue et son morcellement en petits royaumes de taïfa au XIe siècle, les royaumes chrétiens du Nord virent une occasion en or. La Castille, désormais unie à Léon sous des rois comme Ferdinand Ier et Alphonse VI, mena l'avancée. La conquête de Tolède en l'an 1085 par Alphonse VI fut une étape monumentale. L'ancienne capitale wisigothe, centre culturel et stratégique, revenait aux mains chrétiennes. Le choc fut si grand pour le monde islamique qu'il provoqua l'intervention de nouveaux et redoutables empires venus d'Afrique du Nord, d'abord les Almoravides, puis les Almohades. Ces nouveaux ennemis, guerriers fervents guidés par la foi, stoppèrent l'avance chrétienne et infligèrent des défaites dévastatrices. Le balancier de la guerre pencha dangereusement. Ce fut à ce moment critique que la résilience castillane fut mise à l'épreuve et que se prépara la bataille la plus décisive de la Reconquista. Le 16 juillet 1212, près d'un lieu appelé Las Navas de Tolosa, dans le sud de l'Espagne, deux armées gigantesques s'affrontèrent sous le soleil brûlant d'Andalousie. D'un côté, le calife Almohad al-Nazir, à la tête d'une force multinationale venue de tout son empire. De l'autre, une alliance rare de rois chrétiens menée par Alphonse VIII de Castille et rejointe par Sanche VII de Navarre,
et Pierre II d'Aragon. Le sort de la péninsule était en jeu. Si les chrétiens perdaient, la balance pouvait pencher définitivement en faveur des Almohades. La bataille fut brutale. Les chroniques décrivent une mer d'acier et de poussière. L'infanterie castillane, au centre, subit de lourdes pertes et faillit céder. Mais au moment crucial, Alphonse VIII et les autres rois menèrent une charge de cavalerie désespérée. La légende la plus célèbre raconte que les guerriers de Navarre, menés par leur roi géant, brisèrent les chaînes protégeant la tente personnelle du calife, semant la panique et poussant Al-Nasir à fuir. La victoire de Las Navas de Tolosa fut totale et écrasante. La puissance militaire almohade sur la péninsule était brisée à jamais. La route vers le sud, au cœur d'Al-Andalus, était ouverte. Mais conquérir est une chose, tenir et repeupler en est une autre. C'est là qu'entrent en scène certains des guerriers les plus fascinants du Moyen-Âge, les ordres militaires, pensés à un mélange de moines et de chevaliers. Les ordres de Calatrava, de Santiago et d'Alcantara regroupèrent des hommes liés par des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais dont la mission première était de combattre. Véritable force spéciale de la Reconquista, ils vivaient dans des monastères forteresses, patrouillaient les frontières les plus dangereuses et recevaient d'immenses domaines en échange de leurs services. Ils devinrent incroyablement riches et puissants, de véritables États dans l'État, jouant un rôle crucial dans la défense et l'administration des territoires nouvellement conquis. Avec la voie du Sud ouverte après Las Navas et la frontière sécurisée par les ordres, le XIIIe siècle devint le grand siècle d'expansion de la Castille. Le roi Ferdinand III, qui serait plus tard canonisé comme Saint Ferdinand, incarna cette ère de triomphe. En 1230, il unifia définitivement les couronnes de Castille et de Léon, créant alors l'entité politique la plus puissante de la péninsule. Il mena ensuite ses troupes dans une campagne implacable, capturant les joyaux d'Al-Andalus. Cordoue, l'ancienne capitale califale, tomba en 1236, Murcie en 1243, Jaén en 1246, et enfin la magnifique Séville, qui se rendit en 1248 après un long et difficile siège. En quelques décennies, la carte de la péninsule fut redessinée. La domination musulmane se réduisait désormais au petit émirat de Grenade, au sud. La puissance de la Castille était incontestable. La force de la Castille résidait non seulement dans sa puissance militaire, mais aussi dans sa capacité à assimiler, légiférer et créer une culture unique. Pour comprendre cet aspect, il faut évoquer un roi dont l'héritage fut forgé non par l'épée, mais par la plume, Alphonse X, dit le sage. Fils du conquérant Ferdinand III, Alphonse X monta sur le trône en 1252 avec une ambition différente. Il rêvait de faire de la Castille un royaume de droit, de culture et de savoir. Son plus grand accomplissement fut sans doute le mécénat qu'il accorda à l'école de traducteurs de Tolède. Tolède, avec sa longue histoire de coexistence entre chrétiens, musulmans et juifs, était un réservoir de savoir. Alphonse rassembla une équipe d'érudits des trois cultures pour une tâche monumentale. Traduire en latin et surtout en castillan les grandes œuvres de science, de philosophie, de médecine et d'astronomie que le monde islamique avait préservées et enrichies à partir des sources grecques. L'impact fut énorme. C'était comme si l'Europe, encore plongée dans le Moyen-Âge, accédait soudain à une bibliothèque perdue de connaissances. Les œuvres d'Aristote, de Ptolémée, d'Euclide et d'Avicenne se diffusèrent, alimentant le feu qui deviendrait plus tard la Renaissance. Ce fut un véritable pont de savoir entre civilisations, et le castillan en fut la langue principale. Alphonse X prit une décision révolutionnaire. Il décréta que le castillan, langue parlée par le peuple et non le latin, serait la langue de l'administration, de la justice et de la culture. Il supervisa personnellement la création d'œuvres majeures en castillan, telles que l'Historia de España, première grande chronique de l'histoire du pays, et les Siete Partidas, code juridique monumental qui devint la base du droit en Espagne et dans ses colonies pendant des siècles. Il normalisa l'orthographe et la grammaire, donnant au castillan le statut et la structure d'une grande langue européenne. Chaque fois que quelqu'un parle espagnol aujourd'hui, il parle en partie la langue qu'Alphonse X contribua à forger. Pourtant, derrière cette effervescence culturelle, le royaume était en crise. Alphonse dépensa des fortunes dans sa vaine tentative d'être couronné empereur du Saint-Empire romain germanique. Il fit face à des rébellions de la haute noblesse qui détestaient ses efforts pour centraliser le pouvoir et imposer des lois égales à tous. Et, à la fin de sa vie, il connut la tragédie d'une guerre civile contre son propre fils, Sanche.
Alphonse le Sage mourut en 1284, homme amer et désillusionné, peut-être conscient qu'il est plus facile de régner sur les esprits que sur les hommes. Le XIVe siècle s'abattit sur l'Europe comme une apocalypse. Crise climatique, famine, révolte sociale et, surtout, la peste noire ébranlèrent les fondations du monde médiéval. La Castille ne fit pas exception. La terre qui paraissait si vaste et pleine de promesses semblait désormais maudite. Et au milieu de cette crise, un conflit dynastique brutal allait plonger le royaume dans sa guerre civile la plus sanglante. Au cœur du drame se trouvaient deux demi-frères, fils du roi Alphonse XIe, Pierre Ier et Henri de Trastamare. Pierre Ier, héritier légitime, est l'une des figures les plus controversées de l'histoire espagnole. Pour ses ennemis et les nobles qu'il tenta de soumettre, il était Pierre le Cruel, tyran paranoïaque qui fit assassiner ses rivaux sans pitié, y compris plusieurs de ses demi-frères. Pour ses partisans et pour le peuple qu'il protégeait souvent des abus nobiliaires, il était Pierre le Justicier, un roi sévère mais juste, croyant à la suprématie de la couronne et de la loi. Pierre était un homme intelligent et déterminé, mais aussi impitoyable et méfiant, façonné par une enfance faite d'intrigues et de dangers. Face à lui se tenait son demi-frère Henri de Trastamare, fils aîné illégitime, charismatique et soutenu par la majorité de la haute noblesse, qui voyait en Pierre une menace pour ses privilèges féodaux. Ce qui commença comme une querelle familiale se transforma rapidement en guerre totale, divisant la Castille en deux camps. Le conflit ne resta pas confiné aux frontières du royaume. Il devint un théâtre secondaire de la guerre de 100 ans qui ravageait la France. Pierre Ier s'allia avec l'Angleterre et son célèbre prince guerrier, Édouard le Prince Noir. Henri, lui, chercha l'appui de la France et de ses redoutables grandes compagnies, bandes de mercenaires menées par le brillant stratège Bertrand du Guesclin. La guerre fut une succession de batailles acharnées, de sièges et de renversements de situation. En 1367, à la bataille de Nájera, Pierre Ier et le Prince Noir infligèrent une défaite écrasante à Henri et à du Guesclin. Le trône de Pierre semblait assuré. Mais il commit une erreur fatale. Il ne paya pas le Prince Noir pour ses services. Le prince anglais, offensé et malade, se retira, laissant Pierre exposé. Henri, réfugié en France, revint avec de nouvelles forces. La situation se renversa. En 1369, l'acte final se joua au château de Montiel. Après avoir été vaincu au combat, Pierre fut attiré dans un piège sous prétexte de négociation dans la tente de du Guesclin. Il y rencontra son demi-frère Henri. Les chroniques racontent que les deux rois luttèrent à mort. Pierre, le plus fort, prenait le dessus et s'apprêtait à tuer Henri, lorsqu'un homme de du Guesclin le saisit par les pieds en prononçant la célèbre phrase « Je ne fais ni ne défais les rois, mais j'aide mon Seigneur ». Le geste permit à Henri de poignarder et tuer son frère. La mort de Pierre Ier marqua la fin de la dynastie de Bourgogne et le début d'une nouvelle, la maison de Trastamare. Henri II monta sur le trône, mais le prix était lourd. La couronne était endettée et affaiblie, et la noblesse qui l'avait aidé à prendre le pouvoir exigeait sa récompense, devenant plus puissante et plus indocile que jamais. L'instabilité semblait devenir la norme. Pourtant, c'est précisément de cette ère de chaos que viendrait la solution. Non d'une bataille, mais d'un mariage qui changerait à jamais le destin de la Castille et ouvrirait la voie à l'Espagne moderne. Les rois Trastamare faibles, comme Jean II et Henri IV, surnommés l'Impuissant, étaient incapables de contrôler une noblesse prédatrice déchirée par les factions. Le royaume semblait dérivé, navire sans gouvernail perdu sur une mer d'intrigues de palais. Au milieu de cette incertitude émergèrent deux figures qui allaient réécrire l'histoire. Isabelle de Castille, demi-sœur du roi Henri IV, et Ferdinand d'Aragon, héritier de la couronne d'Aragon voisine. Isabelle était une jeune femme d'une intelligence remarquable, portée par une foi profonde et une volonté de faire. Rejetée et tenue à l'écart de la cour pendant une grande partie de sa jeunesse, elle apprit à naviguer dans le monde dangereux de la politique castillane. Elle refusa les mariages que son frère arrangeait pour en faire un pion politique. Elle fit un choix audacieux et risqué. Épouser Ferdinand d'Aragon. Le mariage, célébré en secret à Valladolid en 1469, fut un acte de défi politique. Ferdinand dut voyager déguisé en marchand pour éviter d'être capturé. L'union de deux puissants héritiers sans sanction royale provoqua la colère d'Henri IV. Mais Isabelle et Ferdinand savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils incarnaient l'espoir d'ordre et de stabilité.
À la mort d'Henri IV en 1474, la question de la succession explosa. Isabelle se proclama reine de Castille, mais sa nièce Jeanne, surnommée la Beltraneja en raison de rumeurs selon lesquelles elle serait la fille illégitime de la reine et du noble Beltrán de la Cueva, revendiqua également le trône. Jeanne était soutenue par une faction de la noblesse castillane et, surtout, par le puissant roi du Portugal, qui était à la fois son oncle et son prétendant. La guerre de succession de Castille devint l'épreuve du feu pour Isabelle. Tandis que Ferdinand se révéla un brillant chef militaire, Isabelle montra son génie politique. Elle parcourut inlassablement le royaume, assurant la loyauté des villes, réformant l'armée et projetant une image d'autorité et de légitimité. La bataille de Toro, en 1476, bien que militairement indécise, fut une victoire politique décisive pour Isabelle, consolidant son soutien en Castille. La guerre se conclut par le traité d'Alcasovas, qui reconnut Isabelle comme reine de Castille. Le trône assuré, Isabelle et Ferdinand, bientôt connus sous le nom de rois catholiques, lancèrent un programme de réforme pour restaurer le pouvoir royal. Ils créèrent la Santa Hermandad, institution policière destinée à maintenir l'ordre public et à réprimer la criminalité, notamment dans les zones rurales et éloignées de l'autorité royale. Ils réformèrent les conseils royaux et les tribunaux, remplaçant les nobles turbulents par des juristes instruits, et instituèrent la fameuse Inquisition espagnole, un instrument garantissant l'orthodoxie religieuse, mais aussi un puissant outil de contrôle social et politique. Leur règne conjoint fut défini par la célèbre Concordia de Ségovia, accord stipulant qu'ils gouverneraient ensemble, tout en conservant pour chaque royaume ses propres lois et institutions. L'ordre rétabli à l'intérieur, les rois catholiques tournèrent leur regard vers le dernier chapitre de la Reconquista, la conquête de l'émirat de Grenade. En 1492, après 10 années de guerre, le dernier souverain musulman remit les clés de la ville. La Reconquista, commencée près de 8 siècles plus tôt dans une grotte des montagnes asturiennes, était enfin achevée. Ils envisageaient un royaume uni non seulement sous une même couronne, mais sous une seule croix, une Espagne catholique. L'outil de cette unification forcée existait déjà, la redoutable Inquisition espagnole, créée quelques années plus tôt pour surveiller la foi des conversos, juifs convertis au christianisme, souvent soupçonnés de pratiquer leur ancienne religion en secret. Dans le palais même de l'Alhambra, symbole de la victoire sur l'islam, les rois catholiques signèrent le décret de l'Alhambra. Son ordre était brutal et sans équivoque. Tous les juifs pratiquants de Castille et d'Aragon devaient se convertir au catholicisme ou quitter le pays dans les 4 mois. C'était un choix presque impossible pour une communauté installée sur la péninsule depuis des siècles, depuis l'époque romaine. Des dizaines de milliers de personnes furent contraintes de quitter leur foyer, de vendre leurs biens pour une misère et de partir en exil. Pour la Castille, le prix de la pureté religieuse fut une fuite des cerveaux. Médecins, marchands, financiers et artisans qualifiés furent perdus à jamais. Un coût économique et culturel dont les effets négatifs persisteraient pendant des générations, même avec tout l'or qui affluerait plus tard des Amériques. L'ère de la convivencia, la coexistence médiévale complexe entre les 3 religions, était officiellement morte, remplacée par la vision intransigeante d'un empire catholique unifié. Cette même année 1492, Isabelle prit une autre décision qui changea le monde. Contre l'avis de beaucoup, elle choisit de financer l'expédition d'un navigateur génois nommé Christophe Colomb, qui promettait de trouver une nouvelle route vers les Indes en naviguant vers l'ouest. La découverte d'un nouveau monde par les Espagnols fit affluer en Castille des richesses inimaginables, en faisant la première puissance mondiale de l'ère moderne. La couronne de Castille demeura l'entité politique la plus importante de la péninsule ibérique pendant des siècles. Mais sa fin définitive en tant qu'entité politique survint à la suite d'un grand conflit européen, la guerre de succession d'Espagne, commencée en 1701. À la mort du dernier roi Habsbourg, Charles II, sans héritier, 2 grandes puissances revendiquèrent le trône. La France, pour Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, de la Maison de Bourbon, et l'Autriche, pour l'archiduc Charles de Habsbourg. La couronne de Castille soutint largement le candidat français, Philippe, tandis que la couronne d'Aragon appuya le prétendant autrichien, craignant que le modèle centraliste français des Bourbons n'anéantisse leurs lois et autonomies historiques. Après une longue et sanglante guerre, Philippe d'Anjou sortit vainqueur, devenant Philippe V d'Espagne. En représailles au soutien des territoires aragonais à son rival et inspiré par le modèle absolutiste et centralisé de son grand-père Louis XIV, Philippe V émit les décrets de Nueva Planta. Ces décrets abolirent les institutions, les lois et les systèmes fiscaux des royaumes d'Aragon, de Valence, de Catalogne et de Majorque. Mais, point crucial,
Ils abolirent également les institutions de la couronne de Castille, intégrant le tout dans une monarchie espagnole unique et centralisée. Les anciennes cortes de Castille furent dissoutes et remplacées par des cortes d'Espagne, et le système des conseils fut réorganisé sur un modèle ministériel français. Le royaume de Castille, entité forgée sur les frontières du Moyen Âge, cessa officiellement d'exister, devenant la base d'un nouvel État-nation, le royaume d'Espagne.